Amis du soir, bonsoir, soyez les bienvenus dans un backcheck tardif, mais dans un backcheck où il y a beaucoup de choses à dire pour ce quatrième acte des quarts de finale de play-off de National League. Avec Gilles Montandon, avec Florian Kuntz, avec Stéphane Rochette, on va tout vous dire. Mais d'abord, peut-être un petit mot de chacun pour résumer cette soirée. Gilles, pour commencer. Alors effectivement, Lugano a été beaucoup trop brouillon pour gagner ce match ce soir et perd sa série 4-0 contre Zug. LHC qui est en déplacement à l'île-Fils et qui est toujours aussi confiant, même avec un petit brin de réussite ce soir, revient avec une troisième victoire. Eh bien, Ambry gagne enfin un premier match de play-off et ça faisait longtemps qu'Ambry n'avait pas gagné. C'est une victoire qui est largement méritée et fort récompensée pour les Levantins. Berne réagit, s'impose au Vernet, mais c'est un match qui a une nouvelle fois été très indécis jusqu'au terme et qui a vu un Chris Maxorley essayer de sortir un tour de magie dans les derniers instants. Il a demandé à vérifier la canne d'un joueur bernois. C'est d'ailleurs notre image du jour. Eh oui, Chris Maxorley a tout tenté pour essayer d'égaliser dans les dernières minutes de jeu. Il a sorti son coup de poker, il a tenté un coup de bluff dans les dernières minutes de jeu, a tenté de demander aux arbitres, Stéphane, de vérifier le matériel de Beat Gerber. C'est une histoire de centimètres, de mesurage de canne, de millimètres qui joue, mais c'est une histoire quand même assez rocambolesque qui s'est passée ce soir au Vernet. Bon, écoutez, on peut demander à n'importe quel moment le mesurage d'une canne qui a un joueur qui est sur la glace. On ne peut pas aller un gars sur le banc. Donc là, on a demandé à Beat Gerber qui a une canne effectivement très grosse, c'est un truc que comme arbitre, moi je sais. Et là, il a dit, on demande le mesurage. Et il y a 3 mesurages possibles. La longueur de la palette, la courbure de la palette ou la hauteur de la palette. Les 3 mesures sont dans le bouquin de règlement. Donc, il a clairement demandé, on l'a vu sur les images, la hauteur de la palette. Donc, les arbitres sont allés au banc de pénalité, on a procédé, on a pris la canne, sont allés au banc. Et on mesurait ça avec un appareil de mesure. C'est un truc métallique, je ne sais pas si on peut le montrer, mais c'est un appareil métallique avec des coches dedans. Regardez, c'est ça. Vous le voyez, là, il y a des coches avec des centimètres. Vous voyez, il y a 6,3 cm, une pièce d'équipement d'un joueur. Mais la hauteur maximum, la hauteur maximum d'une canne de joueur, c'est la coche 7,5 cm. 9 cm, c'est la canne du gardien. 11,5 c'est la canne du gardien. Et ça, c'est l'ancienne mesure. Ça, c'est l'appareil qu'ils ont utilisé, que tout le monde a à disposition. Les clubs sont supposés en mettre une à disposition sur le banc de chronométrage. Donc, il y en avait une à Genève fournie par le club. La subtilité, c'est que les mesures, ça, c'est les anciennes mesures. La nouvelle règle, le nouveau règlement, les mesures ont changé, c'est 7,62 cm. Mais les appareils, changé le matériel. Les appareils de mesure sont restés à 7,5 cm. Donc, vous avez compris qu'à la canne comme ça, vous mesurez le 7,5 cm et vous rentrez. Si ça rentre en tout point sur la canne, c'est qu'elle fait moins de 7,5 cm. On est d'accord. Là, ce qui est arrivé aux arbitres, c'est qu'ils ont tenté de mesurer 7,62 cm avec une jauge de 7,5. Donc, ils se sont dit, on va essayer de la rentrer. Il y a une place au plus large. Elle était un peu elle ne rentrait pas naturellement. Ils ont donné un bon coup dessus, puis elle est rentrée. Donc, ils se sont dit, si on donne un bon coup dessus, puis elle rentre, c'est qu'il y a moins d'1 millimètre de différence. Donc, on estime qu'elle est bonne. Donc, canne valable, 2 minutes à Genève-Servette. Donc, tout ça fait très, très, très amateur. Mais est-ce vraiment la faute des arbitres? Je crois pas. Non, c'est la faute de la Ligue qui ne fournit pas le matériel à disposition. Mais Gilles, c'est quand même... Je sais pas, quel message on délivre là derrière? Bon, c'est vrai que c'est quand même de la grosse technologie pour mesurer la canne, là. C'est clair, un matériel comme ça à changer, c'est vrai que ça doit coûter bonbon. Mais non, franchement, c'est vrai que ça fait quand même amateur, quoi. Parce que je veux dire, tout d'un coup, il pourrait perdre une série là-dessus. Hein. Je veux dire, voilà, il a tenté le tout pour le tout. Donc, de la part de Maxorley, le règlement le permet, donc autant en profiter.
Voilà, quoi, c'est essayé pas pu, mais c'est vrai que c'est un petit peu symptomatique des problèmes qu'on a en Suisse encore à régler. C'est le détail du détail. Là. C'est le détail. Du coup, Florian Kunz, Max Orlé a pu profiter quasiment de faire un temps mort pendant la vérification, mais ça donne, on est à 2 minutes 15 de la fin de la rencontre, ça donne pas powerplay pour Genève, ça donne powerplay pour l'adversaire et on condamne quasiment sa fin de rencontre à ce moment-là. Ouais. Bon, je pense que Chris, on sait très bien qu'il va utiliser tout ce qu'il peut pour pouvoir revenir dans le match. Il utilise toutes les astuces possibles. Et là, il a certainement estimé que pour lui, ce qu'il fallait à 2-0, c'était vraiment d'avoir d'abord un power play pour ensuite peut-être sortir son gardien. Je pense que c'est bien essayé. Peut-être qu'avec du matériel correct. Je pense que pour la saison prochaine, toutes les équipes seront équipées d'un truc qu'on va faire. C'est pas compliqué. Vous Il faut toujours un cas finalement en référence. Hein, ouais. pour faire, et puis Chris McSorley, vous avez vu, il a demandé. Moi, ça m'est arrivé à l'époque que Bednar jouait à Lugano. Genève-Lugano. On m'a demandé un mesurage de la canne de Jaroslav Bednar. Et il m'avait dit, après du premier tiers, Steph, prépare-toi, si en troisième période, il y a tel cas de figure, je demande un mesurage, assure-toi d'avoir tout l'équipement pour ne pas être obligé de retourner au vestiaire. Il m'avait averti. Il m'a dit, tu dis pas à Lugano. J'ai dit, dis pas à Lugano. Donc, j'avais pris mes mesures, mon petit papier, etc. Et puis là, Goran Mézina vient vers moi, puis il me dit, un mesurage de la canne de Bednar. OK, pas de problème. Moi, je savais qu'elle était très limite. J'ai dit, tu veux quoi comme mesure? La courbure, la longueur ou la hauteur? Parce qu'il y a des mesures différentes. J'en sais rien, moi. Il m'a dit, la hauteur. J'ai dit, t'es sûr, c'est la hauteur? Oui, évidemment, la longueur n'était pas bonne. Mais la hauteur était bonne. Donc, 2 minutes à Genève-Servette. Après le match, Chris débarque dans le vestiaire. Il dit, raconte-moi, c'est quoi cette histoire? Ben, j'ai dit, t'as 3 mesures possibles. Puis là, il m'a demandé la mauvaise. Ben, il dit, il n'est pas venu me voir. Ben, j'ai dit, Goran, il s'est dit, je ne sais pas, moi, celle-là. Mais c'est la longueur de la panne. Parce que je sors et je dis à Goran, c'est dommage, tu n'as pas pris la bonne parce que c'est. J'ai jamais su qu'on avait perdu ce match-là à cause de Goran qui n'avait pas choisi la bonne mesure. Voilà. Ça, il nous l'a jamais dit. Tu te souviens de ça? Tu te souviens de ce match? C'était en play-off, ça, je me souviens pas. C'était en play-off. Ouais. Je me souviens de ça. Donc, pour la petite histoire, donc ce soir, il dit, c'est ça que je veux. Il a dit, on l'a vu, il fait le signe. Voilà. Le message était le bon, la mesure était bonne. Exactement. Finalement, ça n'a pas payé pour Genève-Servette. Mais on rembobine tout ça, on regarde ce qu'il s'est passé dans l'ordre de cette rencontre. Ça commence par un oubli des arbitres en début de match. Une bonne canne au visage d'Andrew Ebet qui veut dégager et qui trouve le visage de Timothy Cast. Là, les arbitres, Gilles Le Montandon, sont passés à côté. Oui, effectivement, c'est quand même difficile à croire qu'on peut passer à côté de ça, exactement, parce que c'est de nouveau la même chose, c'est des détails dans les détails. Là, vous pouvez gagner une série juste à cause de ça, quoi. Vous avez un 2+2, c'est confortable. Un début de rencontre, vous jouez à 5 contre 4. De surcroît, le power play de Genève tient la route. Donc, effectivement, ça, de la part des arbitres, c'est pas fort. Le jeu a été assez dur dans le premier tiers. Il y a aussi Tanner Richard qui s'est blessé sur une charge qu'il a mis lui-même contre un joueur bernois. Et ensuite, on arrive à l'approche de la mi-match, 29e minute de jeu. C'est Berne qui va ouvrir le score en premier dans cette rencontre, lancé d'Adam Holmquist. Et devant le but, c'est Grassi qui peut dévier. Ce n'est pas deux joueurs, Florian Kunz, qui ont l'habitude de faire la différence, mais ça permet à Berne une nouvelle fois de prendre les commandes de cette rencontre. Moi, c'est sûr que pour Berne, ils vont avoir besoin de tout le monde, de tout l'effectif pour pouvoir battre cette équipe de Genève. Et puis on voit Grassi qui se bat bien devant le but, qui arrive juste à dévier alors que le puck partait quand même à côté. Donc une jolie réussite. Et que dire, Gilles Montandon, de ce 2-0 ? Ça parle d'une perte de puck à la bleue de Bézina d'ailleurs. Et derrière, il y a quand même un maximum de réussite pour les Bernois. Là. Ruffenhardt qui se jette, le puck qui sautille. Effectivement, ça c'est réussite totale, mais on voit quand même le très très bon boulot de Ruffenhardt qui arrive à sortir le puck la première fois, qui plonge pour faire une deuxième passe, qui va lober le défenseur. Et on voit très bien que le gars devant le goal, il reprend le puck encore en demi-volée. Donc ça c'est total réussite. Mozart qui marque sur une passe de Ruffenhardt et Ruffenhardt. Voilà, complètement. Double assist pour Ruffenhardt, c'est sûr. Ouais. Après, à 2-0, on ne s'inquiète pas pour Genève, on l'a vu dans les derniers matchs. Ce sont toujours les hommes de Chris McSorley qui reviennent au score dans les dernières minutes du match. Et là, bis repetita, powerplay pour Genève, Timothy Cast pour Kevin Romy, Florian Kunz, très bien exécuté. Ouais, c'est bien fait. On voit Kevin qui est dans le slot, qui est prêt à réceptionner puis à envoyer directement. Cast qui le trouve bien. Et puis on se disait à ce moment-là, est-ce que ça nous repart pour la classique Genève à revenir en fin de match, mais ça
Ça n'a malheureusement pas suffi pour Servette. Ouais, ce qui a manqué peut-être, Stéphane, dans cette rencontre, c'est aussi Tom Ernest qui est sorti assez vite de la rencontre, qui n'a pas rejoué. Franson a été touché un moment, il a pu continuer de jouer. Finalement, l'absence de Tom Ernest, c'est peut-être C'est un gars qui joue la moitié du match, donc c'est sûr que ça a péjoré forcément Genève Servette. On ne sait pas ce que sa blessure est grave, on n'a pas d'informations pour l'instant. Mais ultimement, si vous réfléchissez, les gars, on se remet la semaine dernière avant les playoffs. Si on avait dit à Genève, ça va être 2-2 après 4 matchs, est-ce qu'ils auraient signé? Bien sûr. C'est clair. Je pense qu'ils auraient signé. Hein? Même avec cette défaite-là, ils sont quand même proches, même sur ce match-là. Donc, Puis maintenant, ils sont meilleurs des 3. Il y a qu'à. Tout peut arriver. Tout peut arriver, exactement. Tout peut arriver. Une autre suspension, n'importe quoi. Ils ont vu qu'ils savaient déjà gagner dans la capitale. Donc, Par contre, il faudrait quand même que Tom Ernest puisse rejouer, puis Wingles a purgé son match et puis qu'il soit de retour. Parce qu'effectivement. On espère pour lui quand même, hein, et pour Genève. c'est sûr. Au terme de cette rencontre, il y a eu une réaction recueillie par notre journaliste, celle du buteur genevois Kevin Romy. Kevin Romy, défaite 2-1 dans cet acte numéro 4 face à Berne. Qu'est-ce qui vous a manqué pour vraiment plus déranger cette équipe bernoise ce soir? Un petit creux, je pense, dans le deuxième tiers-temps. Berne est venu fort. Comme les derniers matchs, on a toujours eu de la peine dans le deuxième tiers-temps. Ils ont, comme je l'ai dit, une transition très rapide, ce qui nous a un petit peu posé problème ce soir. On a été acculé un petit peu dans notre camp de défense. Et voilà, on s'est donné une chance en fin de match, mais malheureusement, ce soir, on n'a pas réussi à renverser la situation. Est-ce qu'on ose dire que vous avez un peu manqué le coche dans la première période? On a eu des occasions, c'est sûr. On a tiré plus de faux buts que Berne, mais malheureusement, on n'a pas concrétisé. Donc, au final, le nombre de shoots ne compte pas. C'est vraiment la concrétisation. Et dans les séries, ça joue à peu de choses. On l'a vu le dernier match. Un rebond, un shoot avec une présence devant le but pour gêner un maximum le gardien. C'est comme ça que les goals sont marqués en général. Ça joue très serré. Il y a peu d'espace. Ça va continuer comme ça dans cette série. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Toujours très bon et très froid dès la fin de la rencontre dans les analyses de Kevin Romy. Autre rencontre, le deuxième quart de finale a passé sous notre radar. C'est la rencontre du Lausanne Hockey Club en visite du côté de Langnau aujourd'hui pour confirmer les 2 derniers succès enregistrés après avoir perdu le premier match. Et les Lausannois vont commencer par ouvrir le score. Florian Kohns envoie Benjamin Antonietti prendre sa chance de la bleue. Ça lui sourit parce que le puck est dévié et ça trompe Tchatcho. Ouais, c'est sûr qu'en mettant le puck comme ça, je ne pense pas qu'il pensait marquer directement lui-même. Mais c'est un bon jeu, il a réussi à remonter, il n'est pas attaqué. Il envoie le shoot, l'attaquant de Langnau qui ne fait pas vraiment un bon boulot là-dessus. Il aurait pu vraiment monter pour bloquer ce shoot, il avait tout le temps de le faire. Et puis voilà, il y a de la réussite du côté lausannois, il faut aussi en profiter, ça permet de faire des points comme ça. Hein. Je reprends votre mot, le mot réussite. Regardez le 2-0 qui a été passé quand même pendant quelques minutes à la vidéo. Stéphane, on a toujours de la peine à comprendre vraiment ce qui s'est passé dans la tête des arbitres à ce moment-là pour valider le but, parce qu'il y a une passe avec la main de Jeffrey. Vermine finalement finit le travail, pousse le puck au fond après avoir touché 2 fois le poteau, mais voilà, on a décidé de valider le but. L'arbitre est parfaitement placé. Regardez, Jeffrey va taper la rondelle avec la main. Donc ça, c'est un départ de passe avec la main. Il n'y a aucun contrôle, déviation sur un patin au poteau. Le joueur de Langnau ne prend jamais le contrôle de cette rondelle. Le prochain qui prend le contrôle de la rondelle, c'est Vermine. Il la pousse derrière la ligne. Pour moi, c'est une passe avec la main. Donc, l'arbitre, dans un premier temps, comme le puck a frappé le poteau, il a fait signe non, pas de but. Ensuite, oui, but. Ensuite, il a fait de vidéo. Donc ça se passe très, très vite. Là, je me mets à sa place, bom, 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 puis il se dit oh, je vais aller voir la vidéo. Et puis, je ne comprends pas qu'ils aient accordé cette réussite parce que pour moi, c'est une passe avec la main. Mais est-ce que la vidéo est réglementaire pour annuler un goal où la passe a été faite par Écoutez, la main? à l'époque, c'est pas dans le livre des règlements que vous avez le droit d'avoir une passe avec la main préalablement à un but. Parce que sinon, vous pouvez avoir une passe avec la main en zone neutre, etc. C'est compliqué. Bertolotti nous avait dit, quand vous allez, la dernière action avait un but, s'il y a une passe avec la main ou une cross-out au dernier moment, une cross-out avec une réception par un coéquipier, pas une cross-out dans le but. Ça, on peut aller voir une cross-out avec réception par un coéquipier, où on doit arrêter le jeu. Si c'est préalable à un but, vous allez voir, l'interprétation suisse, c'était, vous pouvez l'annuler. Maintenant, c'est pas dans la règle IHF. Ça veut dire au bon vouloir de l'arbitre, alors. Exactement. Donc là, la question est, qu'est-ce qu'ils sont allés voir? Ça ne peut pas être un but du patin. Ils sont allés voir quoi? Donc, à part la passe avec la main.
Et puis, s'ils sont allés voir autre chose, que je ne sais pas quoi, ils ont vu la passe avec la main. Alors, ont-ils le droit de l'annuler ou non? La seule hypothèse, c'est que je me dis, ils n'ont pas le droit de l'annuler. Ils se sont dit, c'est une passe avec la main, mais on n'a pas le droit de l'annuler sur les bases d'images de vidéo, donc on l'accorde. Parce que pour moi, c'est clairement une passe avec la main. C'est ça. Alors, je peux juste vous dire que Lausanne, c'est la deuxième fois dans cette série-là. Vermin, il marque des buts incroyables. Je suis très chanceux. Pas Et écoute, l'équipe très du chanceux. patin. Tant mieux pour lui, il travaille fort, etc. C'est pas ce que je ne veux pas dire que Lausanne est chanceux, mais c'est des buts très spéciaux. Et les deux fois, ça a tourné pour Lausanne. Du patin accordé, et aujourd'hui, on l'accorde. Alors, mais ça veut dire, si je peux encore poser une question, ça veut dire que l'arbitre aurait dû siffler, c'est que s'il voit la passe avec la main, Dès que il aurait Vermin dû touche- siffler, exactement. Dès que Vermin retouche au puck, de Il aurait siffler dû passe avec siffler. la main. Parce que- Là, je vais vous dire un truc. Derrière la cage, le puck, le tac-tac, le poteau, là, ça, Il n'a pas de ticket. ça va beaucoup trop vite là, pour dire. Je pense que c'est après qu'il est dans sa tête, qu'il s'en allait au banc de pénalité. Il s'est dit, wow, qu'est-ce qui s'est passé là, ici, à C'est clair que s'il ne la voit pas, la passe avec la main, il ne va pas pouvoir la siffler. Parce que ça retouche un joueur. Il faut vraiment être rapide d'esprit. Là. Tu te focuses sur le puck traverse la ligne ou non. Il y a les patins. C'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. Finalement, Mais ça a tourné pour Lausanne, tant mieux. Cette chance honnêtement, profite on à va être Lausanne pour- qui, tant mieux qui, pour eux. qui se met à l'abri dans cette série. Encore un but qu'on peut remontrer, mais c'est vrai que Lausanne, maintenant, se rapproche des demi-finales. Bon, ben, effectivement, le LHC qui fait quand même un grand pas pour se qualifier pour sa première demi-finale en Ligue nationale A. Là, on voit quand même un joli but Di Domenico, de là, Di Domenico, celui-là, là, c'est- juste sur l'épaule à Zurkirchen. Maintenant, il va falloir quand même rester concentré du côté lausannois. Il faut terminer, je pense, mardi à Malais pour être tranquille, tout en sachant que Langnau va pas non plus lâcher Non, ça, comme ça. c'est pas le genre de la maison. Di Domenico, peut-être qu'on le voit à l'écran, avec la case de travers, comme d'habitude. Il a été détestable avec les arbitres en fin de match. Il a reçu une méconduite pour le match à la 60e. Donc, en fin de match, il a probablement crié des noms d'oiseaux ou fait un comportement à la Di Domenico. Il a pété les plombs. Il a reçu une mec-match. Donc, la question est de savoir est-ce qu'il sera suspendu pour le prochain match. Théoriquement, non, puisque tous les repart à mec-matchs, zéro. on repart à zéro. Donc, si c'était la deuxième de la saison ou la troisième, il y a des suspensions automatiques. Mais on repart à zéro. La question est de savoir est-ce qu'on va rester sur une mec-match. Parce que si les arbitres, tout ce qu'ils peuvent donner, c'est une mec-match. Mais s'il a fait un geste obscène ou s'il balançait quelque chose sur les arbitres, ça peut être ce qu'on appelait à l'époque une pénalité de match. On ne peut pas la donner, les arbitres ne peuvent pas la donner sur le match, mais dans leur rapport, si par exemple, je ne sais pas, il a shooté le puck en direction de l'arbitre ou il a poussé un arbitre ou il a craché dessus ou un truc qui dépasse la simple mec-match où il est allé trop loin, là, il pourrait y avoir une suspension, mais ça va dépendre du rapport d'arbitre. Bien sûr. Mais si c'est une mec-match simple, pas de suspension. Alors, une réaction aussi au terme de cette rencontre, elle est du côté, bien sûr, de l'équipe gagnante. Petteri Lindbohm, a strong defensive performance from Lausanne. Now you're 3-1 in the series. What was the key point in this game? Well, I think we battled really hard. Like our first two period was really good, and they had a little push in the third one, and I think we handled that pretty well. And Suri, our goalie, played really well, so thanks for him. It was also very important to stay calm in the last minutes of the game when you still allowed that goal. How did you manage to do that? That happens in hockey a lot of times. It's just you always play for the next goal, and that's what we did. Thanks a lot. Thank you. Voilà pour les propos de Petteri et Lindbohm, hein, qui, dans son ensemble, qu'est-ce qu'il nous dit, Stéphane? Bien, ils ont demandé, vous avez bien joué défensivement encore une fois, c'est quoi les points importants? Bien, il dit, on s'est battu très, très, très fort. On les a tenus en échec. Il y avait un push de Langnau en troisième période. Ils sont venus fort. Ils ont poussé, mais on a bien géré la situation. Il rendait hommage à son gardien aussi. Et la deuxième question, je ne suis pas certain d'avoir très bien compris la réponse. Vous avez compris la deuxième? La deuxième réponse, c'était... j'ai pas très bien compris la deuxième partie de sa réponse. Tout ça pour dire qu'il était enchanté de la performance défensive de son équipe et puis que maintenant, ils étaient en contrôle de la série, évidemment. Il ne faut pas qu'ils lâchent. Pas qu'il lâche, mais un pas important peut-être pour passer un cap pour le Lausanne Hockey Club. Autre rencontre, peut-être le match le plus fou de la soirée, bien sûr, parce qu'il nous a tenus en haleine jusqu'à passer minuit, c'est à la Corner Arena, Lugano Zug. Un match un peu fou dans cette série depuis le début des playoffs et un match qui a vu Grégory Hoffman ouvrir le score, Gilles Montandon. Il prend sa chance et ça lui sourit, mais Stéphane, là, commence sa mauvaise soirée. Oui, c'est vrai que Grégory, là, il a marqué des wagons cet hiver, des comme ça, c'est qu'il a un tel coup de patin qui se permet d'avoir vite de distancer ses adversaires sur quelques mètres. Puis c'est vrai qu'affronter et puis prendre le défenseur comme
comme écran par rapport au gardien. Là, c'est clair qu'avec le shoot qu'il a en plus, donc c'est vraiment un joueur qui en marque des comme ça. C'est pour ça que régulièrement, pendant toute la soirée, il a essayé. Alors, ça ne marche pas toujours, là, ça ne marche pas tout le temps. Mais c'est vrai que quand ça marche, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Allez, maintenant, on ouvre la porte des situations spéciales. Ça commence avec un grand classique, Stéphane, de Zug, en jeu de puissance à la Talol, décalage pour Garretro, tir sous réception. Chapeau. Écoutez, la passe était parfaite, le tir aussi dans un angle très, très fermé. Regardez l'angle très fermé. Surprend Merzlikins qui était un peu en retard dans son déplacement quand même, mais plein de lucarnes. C'est des gestes qui ont l'air faciles quand on les voit comme ça, mais je vous garantis que c'est pas facile. Et attention, miracle, 28e minute de jeu, Florian Kohns, Lapierre va pouvoir marquer. Joli but au passage et jolie, on va dire, lucidité de pouvoir marquer de cette manière. Un but en power play de Lugano, ça n'était plus arrivé depuis la 48e journée de la saison régulière quand même. Ouais, je pense qu'ils ont dû avoir un petit ouf de soulagement quand même d'inscrire ce but en powerplay. Ça a dû leur faire du bien dans la tête. C'est vrai que là sur ce coup-là, Lapierre, il a le bon réflexe. Il ne réfléchit pas, il se tourne directement, il la glisse au milieu du but. Mais voilà, les situations spéciales, les pénalités coûtent cher. Gilles, ce soir, Garretro, la vision, trouve Everberg juste devant le but, un peu seul. Petite déviation par-dessus. Ouais, c'est clair, pour Zug, c'est un peu un classique aussi. Everberg, c'est un gros bonhomme, il met son bâton sur la glace et il attend les passes. Il n'a plus qu'à, il faut les mettre au fond, mais c'est vrai que la passe de Lourd, elle est parfaite, elle est plate, elle vient forte, donc c'est des pucks qui sont assez faciles à dévier. Everberg, c'est un gars qui ramasse quasi tous ses points en supériorité numérique. C'est incroyable ce gars-là. C'est un gars qui n'a jamais eu des grandes stats là où il a joué. Mais avec Zug, c'est du 1 point par match. Et surtout, à un moment donné, il y avait les 3/4, 80% de ses points sur le powerplay. Déjà, sur le premier but, on n'a pas vu, mais il faisait un travail, il s'est battu il est avec là, les il défenseurs est gros, il est grand, pour etc. perturber. Voilà. On a vu le but de Sven Leuenberger qui permettait à Zug de passer devant. Eh bien, Lugano a encore de l'énergie à revendre, ne veut pas se donner pour mort dans cette série où il est déjà mené 3-0 dans les matchs par rapport à cette équipe de Zug. Et c'est Haapala qui se fait sonner, Florian Kohns, mais qui a la lucidité de terminer son geste. Morand, là, par contre, on n'apprécie pas. C'est à l'image peut-être un petit peu d'un joueur très dur au mal, mais l'image est quand même forte de voir Haapala comme ça ensemble. Ouais, je crois qu'il est fier de lui, d'avoir marqué ce but. Il sort avec la tête en sang, ça fait des belles images. Et puis, on est surtout content que ce ne soit pas plus grave pour lui, apparemment. Ouais. Löffel, derrière, marque le 4-3. Et là, Lugano, on se dit, ça va mieux aller, Stéphane. Mais non, patatras. 24 secondes après, à la Luganaise, le 4 partout. Oui, il remonte dans la zone, un puck à la cage. Le gars est surpris d'avoir marqué. Tout ce qu'il veut, c'est se retourner, mettre un puck en hauteur devant la cage. Il y a du monde, il y a qui est là encore? Je vois, c'est le 26, c'est Souris qui est devant la cage. Regardez, Merzlikins ne voit rien. On est allé à la vidéo, le public franc fou, mais c'est le défenseur, c'est Haapala, c'est le joueur de Lugano qui pousse, qui accroche son gardien avec sa jambe. Donc, voilà. Donc, c'est un bon but valable. J'ai l'impression que là, Merzlikins aurait quand même dû essayer de challenger beaucoup plus, là, parce que j'ai l'impression qu'il a cherché un peu la pénalité. Là, je pense qu'il aurait quand même mieux fallu challenger un petit peu le shoot, mais même si t'es un peu poussé puis rudoyé, c'est pas grave. Si tu prends la position d'abord aussi, c'est ça. C'est que tu vois que le trafic arrive, il sortir. S'il challenge, il peut se faire bousculer, mais des fois, ça peut provoquer aussi la pénalité. Mais il voyait en tout cas rien, ça c'est sûr. C'est sûr. 4 partout. Donc, prolongation. La première ne donne rien, à force qu'il y a eu des occasions. Et c'est sûr, on rentre dans la deuxième prolongation, 87e minute de jeu. Et c'est le poteau qui vient à la rescousse, Gilles, de cette équipe de Lugano. Premier avertissement à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que la mer, là, il prend le puck comme il vient. Là, il le contrôle juste du revers et il le snap tout de suite. Là, c'est vrai qu'il prend en pleine barre. Là, c'était super. Mais justement, c'est vrai que Lugano était quand même assez brouillon, un peu, surtout sur ses jeux de puissance. Et ce qui devait arriver arriva. Et la prolongation se termine après 95 minutes et 33 secondes. Le héros, Brian Flynn, qui marque finalement le but de la victoire et de la qualification, Florian. Ouais, ça se termine un peu sur... c'est consécutif quand même à une pénalité assez discutable contre les Luganais. Et puis, sur le jeu, le puck qui revient bien sur Diaz. Diaz, il a encore toute la lucidité pour faire une petite passe, une petite feinte de shoot
passe, pour la déviation. Je pense qu'il y a beaucoup de défenseurs dans la ligue qui auraient envoyé un gros slap shot dans le plexi et puis on serait certainement encore en train de regarder Lugano Zug. Mais c'est vrai que c'est important parce que la pénalité était très, très sévère, on l'a dit. Donc, c'était pas une pénalité. Puis là, on a joué, on avait tué cette pénalité. L'entrée de zone se fait toujours à 5 contre 4. Et puis là, on voit Burgler rentrer. Puis dans l'enchaînement, on marque. Donc, grosse conséquence quand même. Mais sur l'ensemble de la série, je pense qu'on ne va pas discuter de l'arbitre. Par contre, la charge de Morin, je viens de la revoir encore une fois, la charge de Morin sur le marqueur à Pala. Excuse, elle n'est pas belle. Discuter, elle n'est pas belle. Et moi, je pense qu'il aurait dû avoir une pénalité. Peut-être qu'il y aura une enquête là-dessus parce qu'il sait qu'il est vulnérable. Oui, le gars est en train de tomber, mais il y va de bon cœur. Blessure apparente. Imaginez que Morin est dehors du match. Ça change aussi la donne. Morin, il y a un assist sur le but gagnant, si jamais. Les arbitres avaient beaucoup discuté après le but. Le but, ils ne l'ont pas contesté, mais ils ont beaucoup discuté en conciliabule devant la table de chronométrage, mais finalement, il n'y a pas eu de pénalité. Parce que là, c'est ça, c'est que là, ça aurait été difficile d'imaginer la situation où vous choisissez de donner une pénalité. Si la pénalité arrive avant que le goal, le puck traverse la ligne, vous devez annuler le but. Si la puck est dedans, puis vous considérez que le charge arrive après, tu dois accorder le but et donner la pénalité après. Donc, ça aurait été une drôle de... Vraiment une belle situation. Pas revisionnable à la vidéo. Ouf! Mais toujours est-il que Morin était un peu salaud sur cette séquence-là. Et on sait que c'est un peu son style, de toute façon. Hein? Bon, Gilles, on connaît le nom du premier qualifié pour les demi-finales. Et finalement, Zug, qui réalise une très bonne saison régulière, se défait assez facilement de cette équipe de Lugano. Bon, c'est vrai que Lugano, c'est vrai qu'en prenant 4-0 dans les dents, on ne peut pas dire qu'ils ont été à la hauteur de l'événement, mais ça reste qu'ils ont quand même essayé, quoi. Et moi, c'est vrai que je trouvais Zug, qui finit deuxième du championnat, qui se tape Lugano en quart. Je pensais que c'était ballot un petit peu pour Zug, parce qu'il y avait d'autres équipes à prendre, où ça aurait été probablement plus facile de gagner. Et c'est vrai que perdre en quart de finale, 4 matchs comme ça à la suite... je pense pour Lugano, c'est quand même assez dur parce qu'ils sortent d'une finale l'année passée. Ils ont deux finales en 3 ans. 2 finales en 3 ans. Ils ont poussé quand même sur un maximum de matchs. Et là, perdre 4-0, pour eux, c'est la grosse remise en question. On va écouter une réaction du côté de cette équipe de Zug qualifiée pour les demi-finales. C'est Thomas Thierry. Thomas Thierry, que c'était long comme match. Quelle est votre impression là? J'en peux plus. Non, honnêtement, ouais, c'était un match très long. Hein. C'est quoi, 5 périodes et puis bon, on a réussi à aller jusqu'au bout. Là, les gars dans le vestiaire, on est super contents, mais mon Dieu, ouais, c'était très long. À la fin, il fallait trouver l'énergie, c'était plus mental que physique. Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous pour l'emporter aussi vite? C'est avoir confiance en notre système. Avoir confiance au camarade qui est assis à côté de nous, qui monte sur la glace avec nous. C'est absolument rien lâcher. Comme je vous ai dit, c'est mental. Lugano a très bien joué cette série. On a souvent mené, mais on a toujours réussi à donner une réponse et à revenir au score et à prendre l'avance. Donc ouais, ça a été le mental. Le mental a fait la diff. Du coup, il y a un énorme capital confiance qui est accumulé actuellement pour les demi-finales, quoi. D'un côté, oui. Mais bon, on n'a passé qu'un step, il reste les demi-finales. Là, on se concentre maintenant sur les... Bon, on va prendre une pause un peu, on va se concentrer sur les demi-finales. Mais voilà, on est content, mais pas rassasié, pas encore. Il y a un long chemin à faire. Merci bien, bonne continuation. Voilà les propos de Thomas Thierry, mais on a une petite anecdote parce que si le match a duré à la 96e minute de jeu ce soir, les arbitres qui officiaient, Stéphane, c'était déjà les mêmes qui étaient du côté de Berne-Genève lors de l'acte 3. C'est Marc Lemlin et puis Di Pietro qui étaient les deux arbitres principaux jeudi soir à Berne. Et ce soir, donc, ils ont arbitré 191 minutes 22 pour 2 matchs. C'est équivalent de 3 matchs plus 2 prolongations. Porte la gagne, c'est 2. Porte la gagne, etc. Et puis, j'ai reçu un message aussi d'un arbitre qui me dit qu'ils étaient tout proches du bonus. Pas les arbitres pro, évidemment, mais les arbitres dits amateurs payés au match ont un bonus si le match va au-delà d'un certain temps. On m'a envoyé un message comme quoi les arbitres étaient à 5 minutes du bonus. C'est peut-être pour ça qu'ils ne voulaient peut-être pas valider le but. Je ne sais pas. Et voilà, donc pour la petite anecdote, bonus, c'est à vérifier selon les informations que j'ai. C'est vrai, mais en tout cas, bref, c'est une anecdote, évidemment. Plutôt sympathique. Allez, dernier match à passer en revue dans les quarts de finale à la Valachia. Ambry face à Bienne. Et là aussi, ça a été tout un match. Une belle bataille entre Léventins et Ceylandais. Ça commence avec l'ouverture du score de Damien Ria. Florian Kuntz,
en jeu de puissance. On reconnaît aussi le talent du buteur qui se met en position d'attendre la passe de son coéquipier pour pouvoir tirer. Ouais, un joli jeu de Bienne. Ambry qui avait perdu d'Agostini en fond de zone. Et puis Brunner qui déborde bien, qui arrive à remettre en retrait pour Fuchs, qui lui voit bien Ria qui s'est démarqué puis qui était vraiment prêt pour décocher un shoot directement. Qu'est-ce qu'on dit, Gilles, alors, de ce missile de Zwerger pour l'égalisation partout? Ouais, effectivement, c'est vrai que où c'est assez fort, c'est que là, ils se font un give and go avec le top scorer, là. Et là, il part arrêter. Donc, on se dit qu'il y aura écran forcément devant. Ben non, il se dit, OK, c'est libre, il y a 3-4 mètres, il peut poser son puck. Il regarde où il veut mettre le puck et il vise et il donne tout ce qu'il a. Par contre, c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'il lève vraiment les yeux, il regarde vraiment, il ne regarde pas son puck. C'est pas évident d'aller frapper un puck sur la glace et puis de regarder surtout où on veut le mettre. Là, il le fait super bien. C'est pour ça que c'est un des bons snipers du championnat. Et c'est vrai qu'il marque un goal là au premier poteau, juste extraordinaire. Difficile pour Hilaire de faire quelque chose. À cette distance-là, tir frappé, ça lui passe au-dessus de l'épaule. Hilaire a eu de la chance ce soir parce qu'il y en a plusieurs qui sont passés au-dessus de l'épaule, qui ont fini soit au-dessus de la barre, soit sur la barre. Là, celui-là, il a un petit peu moins de chance. Là, la loi de la moyenne l'a rattrapé un peu. Le tir est parfait. Encore une fois, un geste qui a l'air facile, mais qui sous prétexte... À l'entraînement, tu fais ça tout seul sur la glace, ça va. Mais quand tu as des joueurs devant toi en powerplay dans une situation de match, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. C'est vrai que les équipes ont beaucoup donné, et peut-être encore plus Ambry, qui ne voulait pas se retrouver en vacances ce soir. Il voulait absolument l'emporter, mais pourtant, le premier poteau a été celui de Damien Ria, pas loin du doublé sur cette action. Et ensuite, Ambry qui va pouvoir répondre derrière avec une autre opportunité. Il y a eu D'Agostini qui s'est présenté seul. Il y a Forin qui a tiré sur le poteau. Il y a encore la transversale qui a été trouvée. Finalement, Florian Kohn, on a envie de dire que dans cette rencontre, dans le sentiment général, on a l'impression qu'Ambry a tout fait mieux pour essayer de gagner la rencontre. Ouais, on peut donner quand même du crédit à Ambry ce soir qui a continué vraiment d'y croire, qui n'a pas lâché, qui a joué son jeu avec malgré tout, j'ai trouvé un peu mieux organisé défensivement. Et puis, comme tu l'as dit, je crois que dans l'ensemble, ils méritent. Ils ont fait les petites choses, ces petits détails qui font la différence. Ils les ont fait un peu mieux que Bienne ce soir. Parce que le troisième et dernier but de cette rencontre, le 2-1, va tomber encore en situation spéciale. 3 buts en powerplay. Ce soir, on retrouve bien sûr les leaders que peuvent être Zwerger, Kubalik à la passe. Stéphane, on l'a déjà dit avant, mais la passe est d'une qualité rare pour pouvoir mettre en position excellente son joueur, son défenseur à la ligne bleue qui puisse trouver la faille. Bon, tu sais, c'est pas... là-dessus, je pense qu'il va s'en vouloir. Il y avait du monde devant lui, mais la passe est dosée, comme tu l'expliquais à la pause. La passe est dosée. Il faut qu'elle arrive pour un tir sur réception, un one-timer, comme on l'appelle. Il faut que la passe arrive. En anglais, on dit la wheelhouse. Il faut que ça arrive, je dirais, entre les pieds. Si c'est trop devant, c'est un genou sur la glace. Si c'est trop derrière, c'est un contrôle. Il faut qu'elle arrive au bon endroit pour ressortir aussi vite. Et Fora, il a frappé le but et tout ça. Ça passe sûrement pas son tir le plus précis, mais a touché la cible, a passé en dessous de la jambière de Hilaire. Gilles, premier succès en play-off depuis 2006 pour Ambry qui ne veut pas encore abdiquer. Il y aura match mardi. Ah ouais, il y aura un match mardi, mais c'est vrai que cette victoire ce soir, ils ne l'ont vraiment pas volée, parce qu'ils ont une débauche d'énergie. Je ne sais pas où ils vont chercher ces ressources-là, parce que si tu prends les meilleures équipes du championnat, un Berne et des gars comme ça, avoir autant d'énergie qu'une équipe comme Ambry ce soir, ils sont champions suisses chaque année, mais sans discussion. Moi, ce que je te disais, c'est que le caissier de Bienne doit être content, puis les Tessinois sont contents d'avoir gagné un premier match en play-off. Mais toi, tu me disais, tu m'as répondu quoi? Tu m'as dit, ouais, mais attention, si tout à coup ils perdent. Ouais. Hein? Ouais. Si tout à coup ils perdent à la maison, bien, puis la baraka change un peu de. Maintenant, il y a un match qu'Ambry doit gagner. Bien sûr, c'est le suivant, on est bien d'accord, mais il a une importance plus que capitale. Oui, parce que là, tu retournes à Ambry. Tu retournes à Ambry, c'est pas la même chose. Là, c'est les Biennois qui se disent, commence à cogiter. Ça c'est la réfléchis différemment. Là, tu dis, aïe. Là, tu es encore bien, mais si mardi tu perds, tu réfléchis différemment. Puis Ambry n'est pas si loin que ça. Hein. Les 3 matchs qu'ils ont perdus, tu n'es pas si loin que ça. Ça s'est joué encore une fois un cliché, ça s'est joué à des détails. Présence par présence. Non, mais c'est vrai que ça s'est joué à peu de choses. Ambry, pas loin, débauche des derniers, etc. Peut-être que tout à coup, la baraka ou le... On a l'impression dans cette série-là que le puck tourne un peu pour Bienne. On en parlait. Ça a l'air facile à dire, mais toutes les petites choses, on se disait, mais Ambry, ils devront cravacher pour finalement l'emporter. Bien, ce soir, ils l'ont réussi. Et peut-être c'est un point tournant. Une réaction aussi à l'issue de cette rencontre, celle du côté d'Ambry Piotta, d'un défenseur fribourgeois.
Michael Ngoy, ça faisait 13 ans qu'Ambry attendait une victoire en play-off. La dernière, c'était en 2006. Ouais, on savait, c'est vrai que c'est une statistique, vraiment depuis le début des play-offs, on est au courant. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que je pense que depuis le match numéro 2, numéro 3, on n'est pas passé loin, même je dirais qu'on aurait pu le mériter. Et ce soir, vraiment, on a été là chercher, on la mérite amplement. Ce soir, vous avez laissé le cœur sur la glace, on peut le dire. Oui, vraiment, parce qu'on sait qu'elle était prenable, cette équipe, on l'a montré. Peut-être le match numéro 1, on a un peu plus été dominé, mais on a déjà montré, envoyé un signal qu'on est là, on est capable. Et ce soir, vraiment, on a tout mis en œuvre pour apporter notre identité sur la glace, apporter notre hockey. Et vraiment, je pense qu'il faut continuer sur cette lancée. Il y a quelque chose à aller chercher, on n'abandonne pas. C'était pas juste un match qu'on est venu chercher. On va vraiment pour la série. Merci beaucoup, Michael Ngoy. Oui, il confirme les propos que Ambry ne meurt jamais, une vraie équipe de guerriers, que cette équipe entraînée par Luca Cereda. Alors, on va récapituler les 4 scores de la soirée dans ces quarts de finale. Le succès d'un petit but, c'est le thème de la soirée, de Berne à Genève, de Zouk qui gagne la série 4-0 grâce à ce but en prolongation à la 96e, de Lausanne-Chichemont aussi du côté de l'Île-Fils 2-1 face à Langnau, 3-1 dans la série là, et Ambry Piotta qui se relance avec ce succès 2-1. On jouait également dans le tour de placement ce soir. Fribourg-Gotteron jouait à domicile et accueillait Rapperswil. Ça ne s'est pas passé comme voulu pour les joueurs de l'entraîneur Mark French qui se sont inclinés 3-2. On va vous montrer le but vainqueur d'Andri Spiller. À noter que les 2 buts de Fribourg ont été inscrits par Lucas Lotak. Non, c'est les matchs qui comptent pour Beurre, on est d'accord, Gilles. Mais bon, peut-être qu'à domicile, on essaye encore de faire bonne figure. Ouais, alors pour Beurre, c'est plus que ça. Mais quand même, c'est vrai, à domicile, là, moi je pensais que Fribourg allait, bien sûr que ça reste le tour de placement, comme ils appellent, mais nous servir une bonne meule de gruyère. Et à la place, ils nous ont servi des apéricubes. Donc, décidément, Fribourg a beaucoup de peine avec Rapperswil cette année. Hein? Ah ouais, c'est pas une histoire d'amour, hein. C'est sûr. On va faire le récapitulatif aussi de l'autre match, celui qui appliquait les ZSC Lions qui se sont imposés, eux, 3-2 face à Davos. Du coup, 82 points pour Zurich, 78 pour Fribourg. Aussi la 3e place déjà assurée pour le HC Davos aux côtés de Rapperswil qui sera lanterne rouge. On a le programme des 3 étoiles à mettre en valeur sur cette soirée qui concerne bien sûr les quarts de finale. La médaille de bronze, la 3e place ce soir, la 3e étoile revient au gardien du Lausanne Hockey Club, à savoir Sandro Zurkirchen qui a de nouveau livré, Stéphane, une très solide prestation ce soir, 31 arrêts sur 32 lancés, 96,8% d'arrêts. C'est un gardien, je suis le premier, je m'inclus là-dedans. On l'a dit en début d'année, les gardiens de Lausanne, Koussa, etc. On sait que c'est un grand professionnel, c'est un gars. On se disait, il n'a pas l'étoffe d'un grand, mais cette année, Zurkirchen, il a fait le job. Écoutez, il a une bonne 2e au niveau des pourcentages d'arrêt. Boltzhauser a été blessé pendant pas 2-3 mois. Il a assuré le fort tout seul, puis Dieu sait qu'il n'y avait pas de backup derrière. La pression était là. Il a fait le job et là, il répond encore présent dans les playoffs. Au premier match, on a dit peut-être qu'il va revenir après le premier match. On s'est dit qu'il va peut-être revenir avec Boltzhauser. Mais non. Et Zurkirchen, il fait le job. Chapeau à lui. Il surprend tout le monde. Moi, le premier. Et peut-être que c'est un gars qu'il va falloir commencer à considérer comme meilleur qu'il est vraiment, qu'on le pense vraiment. 2e étoile de cette soirée, elle revient à l'ancien capitaine d'Ambry et Piotta, c'est Michael Fora qui a inscrit le but de la victoire, un but ô combien important, Florian Kons, qui reste et qui permet à Ambry de rester en vie. Il a été un petit peu le symbole de cette révolte dans les dernières minutes, Léventine. Oui, exactement, comme tu dis, hein, ça a été un petit peu un des moteurs ce soir d'Ambry. Il avait, je pense, à cœur d'amener cette victoire à toute la Valachia. On l'a vu porter le puck depuis derrière, aller soutenir l'attaque, aussi solide défensivement. Il a touché les poteaux et puis à la fin, c'est lui qui met le but vainqueur.
je pense qu'il le mérite sur l'ensemble du match. La meilleure étoile revient à celui qui a délivré l'équipe de Zug. Il en fallait un, c'est tombé sur l'étranger Brian Flynn qui a inscrit le but de la victoire après 96 minutes de jeu. Là aussi, il est peut-être plus dans l'ombre, Gilles Montandon, d'Everberg, de Gareth Rowe, mais depuis son arrivée dans l'équipe, il participe aussi à que la machine soit bien huilée. Il s'est vite mis dans le moule. Ouais, j'ai l'impression qu'il se met au service du collectif. C'est pas quelqu'un qui va faire toujours tout seul, mais c'est des gratteurs, c'est des gens, on leur a appris à jouer au hockey sur glace, ils sont présents dans les bons moments. Je crois que c'est le deuxième goal qui marque, si je ne m'abuse, en play-off. Donc, et en plus, un game-winning goal, donc c'est vrai qu'il a tout pour lui. Et puis, il n'est peut-être pas spectaculaire comme les autres, on en parle effectivement un petit peu moins. Mais si on peut compter sur des gars comme ça qui gardent toute leur lucidité en phase de play-off, en phase importante, eh bien, autant les avoir avec. Allez, il est bientôt 1h03 du matin. On touche à la fin de cette superbe et passionnante nouvelle soirée de hockey sur glace. Merci beaucoup Gilles Montandon, merci Florian Kons, merci Stéphane, toujours en forme pour tenir le cap. On vous donne rendez-vous demain. Pour ceux qui aiment la Swiss League, il y a un studio sur le match entre Turgovie et Chaux-de-Fonds. Vous pouvez aussi suivre la rencontre entre Langenthal et Holton. On se repose quelques heures et on file en Turgovie voir tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end et à tout bientôt.